Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nihaya al-Hayat, fin de vie. Tous les matins, j'observe le rideau qui décompose la lumière solaire. Il restitue les couleurs dans des nuances bleutées qui progressivement s'emparent de l'appartement. Les plis du rideau se transforment en une infinité de lèvres inférieures qui semblent sourire. Ce rideau de tous les matins présente un visage bien incomplet, sans nez et sans yeux, seule sa bouche sourit. Le sourire, un vague souvenir qui s'est enfui de mes lèvres depuis que Samir et Rami reposent dans leur dernière demeure. Peut-être m'envoie-t-il l'image de leur visage par ce messager de tissu, afin que leur sourire accompagne ma journée. Le grand appartement, qui symbolisait notre ascension sociale, se dégrade au rythme de mon ennui. Jadis, il résonnait de rire et de sourire, il s'emplit aujourd'hui de vide et de silence. J'ai toujours pensé que le rire résultait d'une réaction individuelle à un événement. Nous ne rions pas tous des mêmes choses, alors que le drame réunit tout le monde. Tout le monde pleure devant la mort. Dans l'immeuble, le drame fédère ses habitants unis dans la douleur de notre religion. Ici nous sommes tous coptes, citoyens égyptiens de confession chrétienne. Après ma contemplation matinale des inflexions du soleil à travers les méandres du rideau, j'attends que ces rayons enveloppent le fauteuil de Samir. Ce cérémonial terminé, je m'apprête pour mon évasion quotidienne loin de la pesanteur de l'appartement et de l'immeuble. Ses habitants forment inconsciemment une association de gens perdus dans leur confession. Ces égarés ne se retrouvent que dans leur désespoir et dans leur peur. Malheureusement, l'addition de 2, 3 ou 4 égarés ne fait jamais un retrouvé. Chaque jour, j'effectue un pèlerinage qui me conduit de l'église Mar Girgis au cimetière, puis au collège Saint-Marc et qui, pour finir, s'aventure dans le marché aux poissons. Parfois mes pas m'entraînent jusqu'au pont. Là, les pêcheurs se regroupent dans ce bidonville multicolore dont la palette, malgré la pauvreté du lieu, lui confère un aspect joyeux et léger. Cependant du pont, quand je regarde les barques peintes en bleu et jaune et décorées par cet œil transpercé d'une flèche d'où s'écoulent 3 larmes, je ne peux pas m'empêcher d'associer cette image symbolique au deuxième fleuve qui arrose l'Égypte, les larmes. Coptes et musulmans s'y noient comme frères pour toujours. Je connais chaque pêcheur, leurs femmes et leurs enfants. Nous parlons, nous plaisantons et nous rions. Cette complicité récente avec eux remonte au 10e anniversaire de la mort de Samir. Ce jour-là, elle s'est confondue dans un immense bonheur et une bouffée d'air pur. Pourtant, mon statut de bourgeoise alexandrine m'a éloignée des joies simples de ces petites gens qui, malgré les difficultés quotidiennes, cultivent la dérision et l'humour. Comment ai-je pu passer à côté de cela ? Tout intérieurement, j'ai souri en repensant au titre de cette pièce qui malgré nous a déchaîné la haine entre coptes et musulmans. J'étais aveugle et maintenant je vois. Malgré la forte connivence et le respect mutuel qui s'était établi entre nous, les pêcheurs m'ont incité pour me protéger, à éviter le marché et le bidonville après les violences qui avaient opposé nos 2 communautés. J'ai laissé passer une semaine et puis, je suis revenu. Leurs sourires ont de nouveau accompagné mes pas. Mais jusqu'à quand serais-je la bienvenue, moi la copte, dans ce quartier musulman ? Lors de ces dernières violences, 15 000 musulmans ont voulu prendre d'assaut notre église. À l'origine de cette nouvelle croisade, il y a eu en prétexte, le refus du patriarche d'Alexandrie, Shenouda III, de présenter ses excuses aux musulmans pour avoir laissé jouer par des amateurs cette pièce de théâtre 2 ans auparavant. J'ai assisté à cette représentation caricaturale et incitative à la haine. Je me suis empressé d'oublier cette pièce au titre racoleur. Jugée humiliante à juste titre par les musulmans, elle racontait maladroitement l'histoire d'un chrétien qui se convertissait à l'islam. Il était poussé par un cheikh à tuer des prêtres et à détruire des églises. Déçu par sa nouvelle religion, il y renonçait. À l'époque, le patriarche Shenouda III avait immédiatement suspendu ses représentations sine die. 2 ans après, prenant prétexte de ce pastiche, 4 coptes furent tués et plus d'une centaine blessés. Les nouveaux croisés et leurs cohortes d'islamistes répondirent à la stupidité par leur barbarie sanglante. Le quartier de Moharembek, qui abrite l'église Saint-Georges, fut mis à feu et à sang. Les commerces et les immeubles furent pillés. Qu'avions-nous fait pour subir tant de violence ? Combien parmi ces apprentis barbares avaient assisté à cette représentation, négation de toute tolérance ? Bien évidemment,
le gouvernement égyptien s'est abstenu de condamner ces pogroms dont les victimes furent toutes des citoyens égyptiens de confession chrétienne. Par la suite, en coulisses, j'ai appris qu'une enquête diligentée par la sécurité d'État avait révélé qu'une manipulation d'un courant islamiste extrémiste, pendant la période du Ramadan, en avait été à l'origine. L'intolérance, car il s'agit bien de l'intolérance, nous enserre de tous côtés. À l'intolérance de certains musulmans, une minorité d'entre nous, coptes, répond par une radicalisation stérile. Quand je pense à mon immeuble et à ses habitants, j'y vois une maison de retraite pour coptes, totalement hermétique à la vraie vie alexandrine. Comment en sommes-nous arrivés là? Toutefois, j'attends avec impatience la fin de 2007 car cette année-là, les fêtes musulmanes, chrétiennes et juives concorderont. Les fêtes de toutes les religions seront célébrées au même moment. Nous serons tous unis dans la fête des fêtes, et non dans le malheur et les larmes. Je rêve que cette onde vertueuse de tolérance submerge mon pays à la vitesse de la lumière. Cependant, je n'ose trop y croire car malgré l'action d'intellectuels musulmans, ces lutteurs de l'islam, je doute qu'ils parviennent à immuniser l'Égypte contre la contagion islamiste. Tous unis dans 4 générations, ma famille habite cet appartement depuis plus d'1 siècle. Avant, mes ancêtres résidaient à proximité du port, non loin du marché aux poissons. L'entreprise familiale exportait le coton d'Égypte vers l'Europe. Des musulmans occupaient pratiquement tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Certes, nous ne mangions pas tous les mêmes plats, mais nous vivions tous ensemble dans cette ville différente des autres, nous étions déjà des citoyens du monde de cette ville aux noms multiples. Alexandrie, Alexandria, Arexandria ou Escandaria. Jamais la religion ne nous opposait. Jamais notre religion n'empêcha un musulman d'accéder à un poste supérieur, alors qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de discriminations diffuses. Maintenant, seuls 2 coptes occupent des fonctions gouvernementales. Mon fils aîné et sa famille ont trouvé refuge au Canada. Comme le désert, l'islamisme repousse ceux qui ne lui appartiennent pas vers d'autres horizons. Rien ne résiste au désert. Rien ne résistera à la radicalisation de l'islam. Mon fils a pris cette décision après les heurts interconfessionnels qui embrasèrent le quartier de Moharembek, il y a 2 ans. Chirurgien à Alexandrie, il a souffert d'être exclu en raison de son appartenance religieuse, de poste auquel il aurait pu légitimement aspirer. Il m'a expliqué qu'il n'était plus en mesure d'assurer la sécurité des siens en Égypte. La montée dans les suffrages des frères musulmans, lors des dernières élections législatives, l'a conforté dans sa décision. Il a désiré que je parte avec lui. Sereinement, sans tristesse, je lui ai fait comprendre que ma vie après avoir commencé à Alexandrie s'arrêterait là. Dans l'ordre des choses, je rejoindrai Samir et Rami qui reposent auprès des membres de notre famille. Ce refus a été lourd à assumer. Après la mort de mon premier fils, dont je ne me suis jamais remise, la chair de ma chair s'en est allée. Après le départ de Samir suite à sa longue maladie, le cœur de mon cœur s'est brisé quand la lumière de ses yeux s'est éteinte. Après, mon dernier fils a abandonné notre ville, a quitté ses racines et sa mère pour le froid canadien. J'ai alors pensé que jamais le soleil d'Alexandrie ne sera assez fort pour me réchauffer de la vie encore plus froide, qui s'est ouverte devant moi. Ma vie, qui se confond avec celle de ma ville et de la communauté des chrétiens d'Orient, est devenue un long monologue qui puise ses paroles dans le souvenir et qui inéluctablement, me conduira vers Samir et Rami. Ma ville, Alexandrie, là où ma famille s'enrichissait du cosmopolitisme et de nos différences culturelles, pourquoi aujourd'hui nous tournes-tu le dos? Pourquoi tes enfants coptes te fuient-ils? Là où le Nil, chargé de son limon musulman, rejoint la Méditerranée ouverte sur l'Europe, là où avant les rives du Nil sédimentées par ses populations d'origine, de nationalités et de confessions différentes canalisaient les eaux du fleuve, ma ville, que reste-t-il de ce cosmopolitisme qui a bâti ton histoire? Quelques empreintes de ces vagues successives d'alluvions chrétiennes, grecques, romaines ou juives, quelques vestiges d'un passé hellénique, les ruines des quartiers européens du siècle dernier et quelques amours interdits. Avant de rencontrer Samir, j'avais aimé un musulman. Comme moi, il fréquentait le collège Saint-Marc. Le jeudi soir, nous nous retrouvions sur la corniche, théâtre de nos amours interdits. À force de persévérance et fort de notre amour, nos familles respectives qui au départ refusèrent notre union, desserrèrent l'étau de leur désapprobation. Nos familles se rencontrèrent,
acceptèrent bon gré mal gré notre relation et puis la guerre frappa Alexandrie. L'immeuble d'Ahmed et sa famille furent détruits par une bombe italienne qui fit de moi une veuve, avant même de m'être mariée. Je me demande si aujourd'hui, coptes et musulmans pourraient se retrouver pour célébrer l'union de deux des leurs. Je n'en suis pas sûre. Ainsi, je passe mes journées entre mes souvenirs et les pêcheurs du marché. Je m'efforce à me remémorer les visages que j'ai aimés, et je me surprends à sourire de la légèreté des discussions avec les pêcheurs. Parfois, la fatigue m'empêche de revoir et de redessiner les traits de Samir et Rami. Le rideau et ses sourires se substituent à leurs visages et s'invitent dans mes souvenirs. La veille de la fête des fêtes, nous avons convenu avec les voisins de célébrer ensemble cet événement. À cet effet, après en avoir longuement discuté avec les habitants de l'immeuble et extorqué leur consentement, j'ai invité 2 pêcheurs musulmans à se joindre à nous. Le matin de la fête des fêtes, la fête de toutes les religions, les voisins se sont inquiétés de mon absence. Ils ont convergé au 3e étage, sonné puis tapé sur la porte qui désespérément est restée close. Un voisin a forcé la serrure et est entré dans l'appartement silencieux. Dans le salon, il m'a vue assise dans le fauteuil de Samir. Il s'est arrêté, m'a interpellé doucement, je n'ai pas répondu. Il a contourné le fauteuil pour se retrouver face à moi. Il m'a découverte inanimée, ma bouche arborait un sourire, mes yeux ouverts contemplaient le rideau comme tous les matins. Place. Zamalek. Tôt ou tard, le sujet déboulera dans la conversation. Les officiels les nomment sans détour, le petit peuple dit « eux ». Eux ce sont les islamistes, les frères, les barbus. En 4 ans, j'ai entendu le discours officiel décliner l'anathème sur tous les tons et tous les registres. La parole privée, elle, est plus nuancée et demande à être décodée. Les universitaires glosent savamment et contradictoirement sur les origines du mouvement, ses divisions internes, son évolution à long terme envisagée sous toutes les formes espérées ou redoutées, de la disparition à la prise de pouvoir. Les gouverneurs de province, sans nier le problème, assurent qu'il est ou va être réglé. Osman, le jeune capitaine des Mourabara préposé à la sécurité des étrangers de mon quartier, lui, est partisan de les éradiquer en bloc et définitivement sur le thème sans appel du « Tuons-les tous, Allah reconnaîtra les siens ». J'ai noté que les bavouabs ainsi que les commerçants, et pas seulement les bouchers halal, faisaient toujours, sincèrement ou non, bon accueil aux quêteurs barbus, lesquels passent leur chemin sans un regard pour la vitrine du pressing du coin de la rue dont le propriétaire et les ouvriers sont tous ostensiblement coptes. Le lavage et le repassage, toujours impeccables, de mes effets personnels s'y font sous la protection de chromos Saint-Sulpiciens que le souffle tiède des ventilateurs menace d'emporter à tout moment. Et j'ai l'impression que de leur côté, les petits revendeurs et les bandes de gamins qui traînent au carrefour évitent soigneusement ces grands frères, un peu trop protecteurs. La presse fait régulièrement état des rafles, en réalité de véritables opérations militaires, menées en Haute et Moyenne Égypte, à Alexandrie ou au Caire même, et rend compte des lourdes condamnations qui s'ensuivent, donnant ainsi, volontairement ou non, des indications inquiétantes sur leur nombre et leur implantation géographique. C'est un fait, des barbus on en voit beaucoup dans les rues du Caire ou d'Alexandrie, de plus en plus et de plus en plus de jeunes. Ils se déplacent rapidement par petits groupes, toujours discrets. Calotte blanche, galabria à mi-mollet, pieds nus dans les babouches traditionnelles, que les baskets made in China supplantent progressivement, et bien visible au-dessus des yeux, le 3e œil, la marque de reconnaissance, le zébib, ce durillon de cornes noirâtres produit par le frottement 5 fois par jour du front sur le tapis de prière. Les mauvais esprits, et il n'en manque heureusement pas en Égypte, disent que beaucoup de ces faux dévots passent leur zébib à la pierre ponce pour le rendre plus voyant. À Zamalek, où le nombre des mosquées s'est multiplié au cours des 10 dernières années, la surveillance policière est renforcée, le vendredi, à l'heure de la grande prière et du prêche que répercutent les haut-parleurs poussés au maximum. Impossible de ne pas repérer les costauds accoudés, l'air faussement désœuvré, à la rampe des autoponts et que dénonce le canon d'une mini-Uzi dépassant imprudemment du veston. Un détail qui en dit long. Les paires de souliers sagement alignées sur le seuil des imposantes mosquées officielles sont celles de la petite et moyenne bourgeoisie du quartier,
devant les mosquées de poche plus ou moins tolérées par les autorités et qui, dans les ruelles latérales, remplacent les boutiques des antiquités qui ferment les unes après les autres, faute de clients, les pyramides de savates éculées ou de Nike, de contrefaçon, appartiennent aux chaouches ou aux étudiants. Je devrais plutôt écrire chômeurs, dont la masse compacte déborde sur la chaussée qu'ils bloquent le temps de la prière. Hier, Captain Haussmann est passé au bureau, comme il le fait de temps en temps, pour siroter un caoua masbou et discuter un moment avant de prendre son service. Pour s'annoncer, il a l'habitude de dire qu'il vient faire un petit tour en France, son rêve, visiter Paris avec son épouse. La trentaine athlétique mais qui commence déjà à s'empâter, costume cravate sombre, raiban et gourmette, notre capitaine porte beau. Un côté Omar Sharif qu'il cultive manifestement. J'ai bien remarqué que lorsqu'elle m'avertit de son arrivée, le ton de la voix de la jeune stagiaire chargée de l'accueil change. Moi aussi j'aime bien les visites du Captain Haussmann, j'apprécie son franc-parler, son humour, son intérêt pour le reste du monde. Mais parfois, ses propos me font froid dans le dos. Captain Haussmann est un pur produit du système. Son père était un Mourabara, son grand-père, un officier libre, me répète-t-il avec fierté aussi. Les Mourabara sont sa famille. Il sait qu'il est un privilégié mais tous les avantages dont lui et sa famille jouissent, le logement, les coopératives, les vacances, les bourses scolaires, il les trouve parfaitement mérités. Aussi pour lui, les barbus sont-ils des ennemis personnels, des ennemis intimes. Avec eux, et quand il me dit cela, son sourire de jeune premier dévoile une redoutable dentition de carnassier, il ne faut pas avoir de pitié. Je sais ce que cela veut dire dans la bouche d'un Mourabara. Même si celui-ci ressemble à Omar Sharif. J'ai encore en mémoire ma conversation avec Kamel, étudiant en journalisme, qui m'avait servi de guide dans le Delta toute une journée. Sympathie réciproque, immédiate à l'égyptienne. Je l'interroge sur sa famille. Le père fonctionnaire au gouvernorat, la mère institutrice, 3 frères et sœurs encore étudiants qui habitent chez leurs parents comme Kamel. Les grands-parents, des paysans ni riches ni pauvres, vivent toujours au village. Le produit type de la classe moyenne nassérienne que la Révolution a arraché à la glèbe, et que l'ouverture économique de l'ère Sadat, l'Infita, a déclassé sinon paupérisé. Je lui demande évidemment si eux recrutent parmi les étudiants. Je dirais 20 à 25% de sympathisants, mais à mon avis pas plus de 10% sont vraiment convaincus. Vous en connaissez personnellement ? Oui, bien sûr, mais ils forment un groupe à part, ils vivent entre eux tout le temps. Je sais qu'ils se réunissent en fin de semaine dans des fermes isolées. Pourquoi faire ? S'entraîner ? Je n'en sais rien. Ils disent qu'ils se retirent pour prier et étudier. Est-ce qu'ils cherchent à vous enrôler, vous les jeunes ? Évidemment, mais jamais directement. Ils sont malins, ils commencent par vous orienter vers un guide, beaucoup d'étudiants ont un guide. Et vous, vous en avez un ? Non, pas moi. C'est quoi un guide ? Un chèque ? Un accent circonflexe l'hymne d'Al-Azhar que l'on va voir quand on a un problème. Surtout on le consulte sur tout ce qui dans la vie quotidienne est haram, interdit. J'essaie d'en savoir plus. Quoi par exemple ? Tout ce qui est bon dans la vie est haram pour eux, me répond Kamel en riant. Oui, mais quoi précisément ? La chicha, la bière, le cinéma, le foot et... Un moment de gêne, pudeur naturelle et touchante des jeunes Égyptiens, l'amour. Vous voulez dire, le sexe ? Oui, si vous voulez. Alors comment expliquer leur influence grandissante ? Kamel évoque pêle-mêle la fin du rêve nassérien d'égalité, une formule toute faite que j'ai entendue 1000 fois répétée dans certains milieux intellectuels progressistes du Caire et qu'il tient certainement de son père. Le vide culturel de la province égyptienne, on est à moins de 150 km du Caire. La corruption généralisée. Si tu as des dollars alors croyez-moi, dans ce pays tout est possible. L'absence de perspective pour les jeunes diplômés, je me demande bien ce que vont devenir les milliers étudiants de la faculté de journalisme, les difficultés matérielles des étudiants, les bourses du gouvernement sont effectivement ridiculement faibles. Kamel précise ce que font de si spécial. Ils aident beaucoup les étudiants pauvres. Comment cela ? Ils ont un système de bourse à eux, ils payent directement le médecin et les médicaments. Et vous croyez vraiment qu'ils font cela pour rien ? Non, on le sait tous. On n'est pas dupes. Mais c'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce qu'ils font d'autre qui vous semble bien ?
Il s'occupe des drogués. C'est un problème la drogue en Égypte? Bien sûr, vous savez, les tablettes. Il y a toujours eu de la drogue en Égypte, mais le hashish ou le kiff, c'est pour les vieux. Les tablettes, on en trouve maintenant à tous les coins de rue. C'est fait ici, c'est moins cher que la viande. Et la police qu'on voit partout ne fait rien? Elle est dans le coup ou alors s'en fiche. Ce qui l'intéresse sont les radicals, il veut parler des islamistes radicaux. J'ai toujours été frappé par le parler vrai, impensable dans les autres pays arabes des Égyptiens, surtout chez les jeunes. Cette liberté de parole, que tout Égyptien du peuple revendique comme une partie intégrante de sa dignité d'homme, c'est le sifflet de la cocotte minute. Et le pouvoir de Pharaon à Raïs le sait bien. Il y a encore une autre explication, la violence souvent aveugle, de la répression. Dans les journaux, on parle désormais ouvertement de la torture. Kamel me raconte une histoire terrible que j'ai déjà entendue au moins une fois, dans une autre ville. L'année dernière, un de ses amis a été arrêté en pleine nuit à son domicile par des policiers en civil. 15 jours après, un officier inaccessible derrière ses lunettes noires vient chercher les parents restés tout ce temps sans nouvelles pour les conduire en voiture jusqu'à un hôpital inconnu. À l'arrivée, l'officier demande aux parents de signer des papiers qu'on ne leur laisse pas le temps de lire. Le fils les attend, le regard vide, prostré sur la chaise roulante où il passera le reste de sa vie. Pas le droit de poser des questions. Consigne donnée aux parents effondrés de s'en tenir publiquement à la version officielle. C'était un accident. Quelques mois plus tard, un attentat meurtrier est commis au Khan el-Khalili. J'apprends par la presse que les auteurs, des étudiants dont une jeune femme qui figure parmi les victimes, venaient précisément de la ville où vit Kamel, avec ses espoirs et sa colère. J'ai aussitôt pensé avec une affection inquiète à Kamel qui rêve un jour d'être le correspondant à New York d'Al-Ahram, le plus grand quotidien égyptien. Et aussi à Captain Osman, à la fois si jeune, si sympathique et déjà si dur. H.P. À l'Escandareia, Alexandrie. Alexandrie s'éveille. Il est 5 heures, Alexandrie, la belle endormie, s'éveille. Les couloirs de l'hôtel baignent dans une douce pénombre ambrée. L'épaisse moquette étouffe le bruit de mes pas. De la porte d'en face s'échappent, presque imperceptibles, des ronflements satisfaits. Au mur, les lourdes appliques dorées en veilleuse clignent de l'œil. L'antique ascenseur fait entendre sa petite musique. Sur mon passage, une porte s'entr'ouvre puis se referme silencieusement. Mon imagination part aussitôt en vrille. Aurais-je surpris quelque Justine s'apprêtant à sortir, sans bagage et le maquillage défait, pour foncer vers la porte-tambour qui l'éjectera dans le taxi à l'arrêt, prêt à démarrer pour ramener l'infidèle au domicile conjugal? Qui était l'amant de cette nuit? Le poussa saoudien esselé entrevu, hier soir au bar de l'hôtel ou bien quelques jeunes permissionnaires égyptiens en quête d'aventure? Rétribués? L'ombre de Durel passe furtive. Je n'en saurais pas plus. La réception est plongée dans l'obscurité. Le portier de nuit, tiré inconsidérément de son sommeil, me sert un petit déjeuner express, café croissant comme à Paris, avec des gestes maladroits et des regards douloureux un peu trop appuyés. L'homme veut me faire comprendre toute la cruauté du martyre que je lui inflige. Il ne faudra pas oublier de proportionner le bakchiche à l'épreuve endurée. À travers les grandes baies vitrées de la salle à manger déserte, je regarde rosir puis bleuir un ciel immense où glisse, tranquille, un petit train de nuages gris-perle. Dehors, le vent du large balaie les miasmes de la nuit alexandrine où les subtiles senteurs du jasmin se mêlent à l'odeur forte du crottin. Les lumières du collier de lampadaire qui borde l'anse du port antique infusent dans l'aube naissante. Le fort de Qaïd Bey découpe au loin sa massive silhouette de brioche dorée. Les barques des pêcheurs se balancent en cadence. Je respire cette atmosphère de premier matin du monde qui du Caire à Aswan m'a toujours ému si fortement. L'Égypte est du matin, comme d'autres pays sont du soir ou de la nuit, je pense aux nuits électriques d'Afrique. Des bandes de garçons, ils ont dû passer la nuit sur les plages, du côté d'Agami, le Saint-Tropez égyptien, traînent frileusement le long de la corniche en attendant qu'ouvrent les premières gargotes du port. Soudain, comme une bombe, éclate l'appel à la prière aussitôt repris par des dizaines de haut-parleurs. La vague sonore recouvre en un instant la ville tout entière puis s'éteint tout aussi brusquement. Une volée de cloches, plus discrète, prend le relais, et je repense à ma visite hier,
Dans cette célèbre institution catholique où la bonne bourgeoisie alexandrine, chrétienne comme musulmane, continue d'envoyer ses jeunes filles avant de les marier au plus vite, dans leur milieu et surtout dans leur religion. La mère supérieure qui n'est pas égyptienne, m'avait reçue dans le salon réservé aux visiteurs. Napperons brodés, porcelaine délicate, serviettes damassées, petits gâteaux à la fleur d'oranger. Dans sa niche enguirlandée, une Sainte Thérèse en plâtre souriait, figée pour toujours dans une extase que ne parviendraient à troubler ni les odeurs entêtantes de cire, ni les suavités assourdies des cantiques qui coulaient de la chapelle. Je me suis pincé à plusieurs reprises pour me persuader que j'étais bien à Alexandrie, République arabe d'Égypte. La mère supérieure, la soixantaine corpulente, légèrement claudicante mais extraordinairement vive et toujours souriante, m'a raconté ses belles années de noviciat en France ainsi que ses retraites périodiques dans une maison de son ordre située dans un quartier de Paris. Comment dire ? La vénérable femme plisse les yeux malicieusement, un peu spéciale vous savez au pied du Sacré-Cœur. Pigalle ma mère ? Oui c'est ça. J'ai voulu savoir ce que devenaient ces pensionnaires à la sortie de l'institution. Les plus doués, entendez, les plus fortunés vont achever leur éducation en Suisse avant de revenir se marier à Alexandrie. Un mariage arrangé à l'avance ? Bien évidemment. Au fait, ma mère, y a-t-il des mariages mixtes, je veux dire entre chrétiens et musulmans ? Non, en tout cas pas ici en Égypte. Peut-être à l'étranger, vous savez, les mariages mixtes ici c'est un sujet tabou. Comme les conversions. On dit que les jeunes filles de bonne famille, comment dire, modernes, filent à l'étranger dès qu'elles le peuvent ? Celles qui veulent faire des études supérieures, je traduis, les coptes ou les rares musulmanes qui aspirent à une vie de femme plus libre, partent au Canada ou en Amérique où elles ont déjà de la famille. La plupart s'y marient et ne reviennent pas, sinon pour les vacances ou les enterrements, au bout d'un an ce ne sont déjà plus des Égyptiennes. Elle ajoute dans un sourire triste. Ces filles-là, on peut dire qu'elles nous oublient encore plus vite que tout le beau français que nous leur avons appris. Un soupir, que voulez. Vous, c'est la vie d'aujourd'hui. Je demande s'il y a encore des vocations. Plus de sœurs françaises depuis longtemps déjà, toutes mortes ou rentrées en France. Et les novices égyptiennes sont de plus en plus rares. Je m'inquiète de l'avenir de l'institution. Seul le bon Dieu est éternel, me répond tranquillement cette femme nullement résignée et qui vit de plein pied avec son époque. Internet n'a plus de secret pour elle, comme l'attesteront par la suite nos nombreux échanges par courriel. Avant de partir, la mère supérieure m'a emmené visiter la chapelle, redevenue silencieuse, et m'a fait monter dans le bus réformé offert généreusement par la RATP pour le transport des pensionnaires. Elle tient absolument à ce que je m'assure du confort des sièges. C'est quand même autre chose que nos vieux bus russes SIC. Puis elle conclut les yeux au ciel. Le dédouanement, mon Dieu quelle histoire. Toute la paperasse qu'il a fallu produire pour un malheureux bus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.